La vie est parfois tissée avec des fils invisibles. Nous pensons coudre notre propre destin, choisir nos propres couleurs, mais une force supérieure tire les ficelles. Camille ne croyait plus aux contes de fées. Elle avait vu sa robe de mariée piétinée par ses propres larmes, souillée par un deuil impossible. Elle pensait que la tragédie était le point final de son existence. Pourtant, dans les ruelles pavées de sa petite ville alpine, une simple collision allait rouvrir les plaies du passé. Une rencontre furtive allait déterrer des secrets si sombres et si improbables que personne n'aurait pu les imaginer. Accrochez-vous bien. Cette histoire va vous prouver que même dans la nuit la plus noire, une étoile inattendue peut éclairer votre chemin. Camille a grandi dans les quartiers modestes d'Annecy. Sa mère, Sophie, travaillait comme coiffeuse à domicile, luttant chaque jour pour payer les factures. Camille ne connaissait pas son père. Elle était une enfant timide, souvent moquée pour ses vêtements d'occasion et sa nature silencieuse. Son seul refuge était la machine à coudre de sa grand-mère. C'est là, parmi les chutes de tissu, qu'elle trouvait la paix. Son protecteur s'appelait Julien. Il était le garçon populaire, audacieux, qui rêvait de piloter des avions. Depuis l'école primaire, il se tenait devant elle comme un bouclier contre la cruauté du monde. Leurs parents respectifs avaient décidé qu'ils finiraient ensemble. C'était une évidence provinciale. Mais l'amour, le vrai, refuse souvent de se plier aux évidences. Et le destin de Camille allait basculer bien au-delà des montagnes de son enfance. La salle des fêtes du lycée résonnait sous les rires éclatants et la musique électronique. L'air était saturé de parfums bon marché et de sueur nerveuse. C'était le soir du bal de fin d'année. Toutes les filles arboraient des robes achetées dans les luxueuses boutiques de Genève. Camille, elle, restait figée près du mur de briques. Ses mains tremblaient légèrement. Elle portait une robe cousue par ses propres soins. Le tissu émeraude tombait parfaitement sur sa silhouette gracile. Elle y avait passé des nuits entières. Mais, face au regard moqueur des filles de bonne famille, elle se sentait misérable. Les chuchotements acides parvenaient à ses oreilles. Elle critiquait sa simplicité. Elle se demandait pourquoi un garçon aussi brillant que Julien perdait son temps avec une fille aussi ordinaire. Camille baissa les yeux. Elle voulait disparaître, fondre dans le décor. Soudain, une main chaude se posa sur son épaule frêle. C'était Julien. Il portait un costume sombre qui faisait ressortir la clarté de ses yeux. Il entendit les murmures empoisonnés des autres élèves. Son visage se ferma. Il s'avança au centre de la piste de danse. D'une voix forte, il fit taire le petit groupe de filles prétentieuses. Il déclara que Camille était la plus belle fille de la région. Il ajouta que son talent valait bien plus que l'argent de leurs parents. Un silence pesant tomba sur la salle. Personne n'osait contredire Julien. Il se tourna vers Camille, lui offrit un sourire rassurant et lui tendit la main. Le cœur de la jeune fille battait à tout rompre. Elle accepta son invitation. Ils dansèrent toute la soirée sous les lumières stroboscopiques. Camille se sentait protégée. Elle croyait sincèrement que ce garçon serait son phare pour l'éternité. Les années passèrent, transformant l'adolescence en âge adulte. Camille devint une jeune femme d'une beauté saisissante. Ses traits se sont affinés, son regard s'est rempli de douceur. Elle travaillait désormais dans un atelier de couture réputé du centre-ville. Julien, lui, avait quitté les montagnes. Il était parti à Toulouse pour intégrer une prestigieuse école d'aviation. La séparation fut difficile au début. Ils se promettaient de s'appeler tous les jours. Ils juraient que la distance ne changerait rien à leur amour d'enfance. Mais la réalité de la vie urbaine frappa de plein fouet. Julien découvrait un monde de fêtes, de nouvelles rencontres et d'ambitions vertigineuses. Camille, restée dans le calme de sa province, continuait sa routine paisible. Les conversations téléphoniques devinrent espacées, les mots perdaient de leur chaleur, la passion laissait place à l'habitude. Malgré l'évidente distance émotionnelle, leurs mères respectives maintenirent la pression. Sophie répétait sans cesse à sa fille que Julien était un parti inespéré. Elle lui rappelait qu'il ne buvait pas, qu'il était sérieux et qu'il garantirait une vie confortable. La mère de Julien disait la même chose à son fils. Elle louait la fidélité de Camille et ses qualités de future maîtresse de maison. Piégés par les attentes familiales, les deux jeunes gens finirent par planifier leur mariage. Julien rentra pour un week-end d'essayage.
Camille avait sélectionné une robe magnifique dans une boutique chic. Quand Julien poussa la porte de la cabine par surprise, elle poussa un cri. Elle lui rappela que c'était une terrible superstition de voir la mariée avant la cérémonie. Julien rit de bon cœur. Il embrassa son front avec affection, mais Camille ressentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. La nuit précédant le drame, Camille fut réveillée par un cauchemar terrifiant. Elle voyait Julien courir pieds nus dans un immense champ de lavande. Le ciel était lourd, d'un gris menaçant. Elle essayait de le rattraper, trébuchant sur les racines. Elle hurlait son nom. Julien se retournait, le visage triste, et lui faisait un dernier signe de la main. Il murmurait qu'il devait partir loin. Camille se réveilla en sueur. Son cœur cognait douloureusement dans sa poitrine. Une angoisse viscérale refusait de la quitter. Elle tenta de l'appeler sur son téléphone portable. L'appareil tombait directement sur la messagerie vocale. Les heures s'égrenaient, lentes et torturantes. Elle fit les 100 pas dans le petit salon de l'appartement. Sophie essayait de la calmer avec des tasses de camomille, mais l'instinct de Camille ne trompait pas. Quelque chose de fondamental venait de se briser dans l'univers. Le lendemain matin, un cri déchirant déchira le silence du quartier. C'était la mère de Julien. La nouvelle tomba comme une pierre lourde au fond d'un lac. Julien était mort. Il avait plongé dans les eaux glaciales du lac d'Annecy pour sauver un enfant de la noyade. Le courant l'avait emporté. Ses muscles s'étaient tétanisés. Il était parti en héros, sacrifiant sa vie pour un innocent. Camille s'effondra sur le parquet froid. Son esprit refusait de traiter l'information. Elle passa des jours à pleurer, détruisant presque sa robe de mariée à coups de ciseaux. Elle accusait le sort, les superstitions, Dieu lui-même. L'enterrement fut une épreuve brumeuse. La pluie tombait, sans discontinuer, sur le cimetière de pierre blanche. Après ce jour funeste, Camille ferma la porte de son cœur. Elle porta un ruban noir à son poignet pendant une année entière. Elle devint l'ombre d'elle-même. Une matinée d'automne, alors que les feuilles rousses tapissaient les pavés glissants, Camille marchait à pas pressés vers son atelier. Elle regardait le sol, perdue dans ses pensées sombres. Soudain, un choc violent la fit tituber. Elle venait de percuter un homme grand et charismatique. Sous la force de l'impact, l'inconnu laissa échapper une épaisse sacoche en cuir. Des dizaines de documents s'éparpillèrent dans les flaques d'eau. Confuse, Camille s'agenouilla précipitamment pour ramasser le papier humide. Elle bégaya des excuses, les joues enflammées. L'homme posa une main douce sur son bras. Il dégageait une odeur envoûtante de café torréfié et de parfums boisés. Il lui sourit avec une indulgence rare. Ses yeux bruns étaient mais profonds et rassurants. Il se présenta sous le nom de Lucas. Il travaillait comme directeur dans le nouvel hôtel de charme près du lac. Leurs regards s'accrochèrent pendant une seconde d'éternité. Camille tenta de fuir cette interaction, perturbée par l'étrange chaleur qui envahissait ses veines. Elle bafouilla qu'elle n'était qu'une simple couturière brisée par la vie. Elle tourna les talons et s'éloigna rapidement. Mais le visage de Lucas s'imprima dans son esprit. Pour la première fois depuis des mois, la douleur de la perte semblait s'atténuer. Quelques jours plus tard, en sortant de son atelier sous un ciel nuageux, elle sentit une présence. Lucas l'attendait adossé au mur de pierre. Il tenait à la main un magnifique bouquet de renoncules pâles. Il avoua avoir mené sa petite enquête dans le quartier. Il l'invita au cinéma, dans la petite salle indépendante de la ville, pour voir un film d'auteur. Camille hésita longuement. La culpabilité lui nouait la gorge. Mais l'insistance charmante et respectueuse de Lucas la convainquit. Elle accepta de prendre un simple café. Ce qui devait être une demi-heure de politesse se transforma en une après-midi entière. Attablés à la terrasse d'un café chauffé, ils parlèrent de tout et de rien. Camille découvrit un homme cultivé, attentif et d'une grande sensibilité. Ils partageaient la même passion pour les vieux romans français et la musique classique. Lucas lui expliqua qu'il connaissait son histoire. Il lui murmura avec une douceur infinie que se murer dans la tristesse n'honorait pas la mémoire de ceux partis trop tôt. La vie exigeait d'être vécue. De son côté, Lucas restait mystérieux sur son propre passé. Il évoqua rapidement la mort de ses parents adoptifs et son besoin de recommencer à zéro dans cette région montagneuse. Camille ne posa pas plus de questions. Elle se laissa porter par cette nouvelle vague d'espoir.
En rentrant chez elle ce soir-là, elle souriait, vraiment. Sophie, sa mère, remarqua immédiatement le changement. En voyant le bouquet de fleurs sur la table de la cuisine, ses yeux s'illuminèrent de joie. Camille lui raconta cette rencontre inattendue, ses peurs et sa culpabilité persistante envers Julien. Sophie prit les mains de sa fille dans les siennes. Elle lui expliqua que Julien voudrait la voir heureuse. Il était un garçon généreux. Pleurer éternellement ne le ramènerait pas. Sophie encouragea Camille à ouvrir son cœur à Lucas. L'approbation maternelle brisa les dernières chaînes de la jeune femme. À partir de ce moment, sa romance avec le directeur d'hôtel prit son envol. Lucas la couvrait de petites attentions. Il l'emmenait pique-niquer près du lac, l'écoutait parler de ses créations de couture pendant des heures. Camille réalisait que cet amour-là était différent. Ce n'était pas l'affection fraternelle qu'elle ressentait pour Julien. C'était un feu vibrant. Un soir de pluie battante, Lucas attendait Camille devant l'immeuble. Sophie rentrait des courses et l'aperçut grelottant sous son parapluie. Spontanément, elle l'invita à partager un repas chaud. Le jeune homme accepta avec gratitude. Autour d'un plateau de fromages locaux et d'un bon vin rouge, Lucas charma totalement la mère de Camille. Il se montra poli, serviable et d'un grand respect. Il devint rapidement un invité régulier du petit appartement. Le couple commença sérieusement à parler d'avenir. Leurs sentiments étaient trop puissants pour perdre du temps. La question du logement se posa. Camille proposa alors une idée inattendue. Sa grand-mère lui avait légué un vieux chalet en pierre, abandonné depuis des années dans la montagne. Il nécessitait d'énormes travaux de rénovation, mais il avait un charme fou. Elle confia les clés à Lucas pour qu'il aille estimer l'ampleur du chantier. Contre toute attente, Lucas revint de son expédition totalement enthousiaste. Il affirmait que la structure était saine et qu'il se chargerait lui-même des réparations le soir après son travail. Camille était aux anges. Elle s'imaginait déjà décorer les pièces avec ses propres tissus brodés. Mais au bout de quelques semaines, l'attitude de Lucas changea radicalement. Il devenait distant, nerveux. Il fuyait le regard de Camille. Souvent, il annulait leur dîner à la dernière minute. Il justifiait ses absences par la fatigue des travaux et la pression de l'hôtel. Parfois, il ne répondait même plus à ses messages. Le doute, tel un poison lent, s'installa dans l'esprit de la jeune femme. Son traumatisme passé refit surface. Était-elle maudite? L'univers s'acharnait-il à détruire son bonheur juste avant qu'elle ne l'atteigne? Elle pleurait en silence, convaincue que Lucas menait une double vie. Un soir glacial, Lucas mangeait machinalement l'assiette que Camille lui avait préparée. Il repoussa son plat à moitié plein, prétextant une terrible migraine. Camille décida de le tester. Elle lui proposa de passer le week-end au chalet, d'allumer un feu de cheminée et de boire du champagne pour se retrouver. Lucas pâlit instantanément. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il bégaya une excuse minable, affirmant que la poussière et les outils rendaient l'endroit insalubre. Cette réaction fut la confirmation cruelle que Camille redoutait. Le lendemain, elle demanda à quitter son atelier plus tôt. Une rage froide la consumait. Elle prit le vieux bus de la ligne départementale qui montait vers la montagne. Elle était prête à confronter cet homme lâche. Elle imaginait déjà trouver une autre femme installée confortablement dans la maison de sa propre famille. Arrivée devant le chalet en pierre, Camille aperçut la voiture de Lucas garée sur le gravier. Le cœur battant, elle poussa violemment la porte en bois massif. Il n'y avait aucune trace de travaux, pas de poussière, pas de gravats. L'endroit était parfaitement propre. Une délicate odeur de bouillon de légumes flottait dans l'air. Lucas sortit précipitamment de la chambre du rez-de-chaussée, une cuillère en bois à la main. Il écarquilla les yeux, pétrifié de terreur. Camille explosa. Elle hurla des reproches, lui demandant où il cachait sa maîtresse. Elle le bouscula et fonça vers la chambre fermée. Elle s'attendait à découvrir le visage arrogant d'une rivale, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son souffle se coupa net. La scène qui s'offrait à elle balaya instantanément toute sa colère, la remplaçant par une incompréhension totale. Allongé sur le vieux lit en fer forgé, se trouvait un homme très âgé, d'une maigreur effrayante. Ses cheveux gris étaient emmêlés, ses mains et son visage portaient de graves brûlures infectées. Il gémissait faiblement sous une couverture épaisse. Camille se figea,
Horrifié, Lucas s'approcha lentement, les larmes aux yeux. Il posa sa main sur l'épaule de Camille et murmura la vérité. Cet homme brisé était son père adoptif, Antoine. Lucas croyait qu'il était mort depuis des années, mais récemment, ce vieillard misérable l'avait attendu à la sortie de l'hôtel. Lucas avait eu du mal à reconnaître son père sous cette couche de crasse et de désespoir. Il lui expliqua qu'Antoine sortait tout juste d'une longue peine de prison et qu'il vivait dans la rue. Effrayé par la réaction de Camille, honteux de cette situation, Lucas l'avait caché ici pour le soigner en secret. La honte submergea Camille. Elle avait imaginé les pires trahisons alors que l'homme qu'elle aimait accomplissait un acte de pure bonté. Elle regarda Lucas avec une admiration renouvelée. Elle s'excusa 1000 fois pour ses doutes destructeurs. Elle l'assura qu'elle serait fière de l'aider à sauver cet homme. Sans perdre une minute de plus, Camille retira son manteau. Elle fit chauffer de l'eau claire sur le poêle à bois. Elle trouva des ciseaux de couture dans son sac. Avec une douceur infinie, elle coupa les haillons nauséabonds qui collaient à la peau du vieillard. Elle nettoya ses plaies avec du savon doux. Elle changea les draps souillés. En quelques heures, le vieil Antoine semblait respirer avec moins de douleur. Lucas regardait sa future femme agir avec la grâce d'un ange. Il sut à cet instant précis quel était l'amour absolu de son existence. Camille imposa sa décision. Il était hors de question de laisser ce vieil homme malade isolé dans la montagne. Dès le lendemain, ils rapatrièrent Antoine dans l'appartement d'Annecy. Il dormirait sur le canapé s'il le fallait. Les préparatifs du mariage furent mis en pause. La priorité absolue était la santé de ce père revenu d'entre les morts. Grâce aux soins constants de Camille, à la chaleur du foyer et aux repas nutritifs, Antoine reprit des forces de façon spectaculaire. Ses brûlures cicatrisaient lentement. Son regard perdait un peu de sa terreur animale. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à tomber sur la ville, Antoine demanda à s'asseoir à table avec eux. Il serrait un vieux torchon dans ses mains tremblantes. Il sentait qu'il devait des explications à son fils et à cette jeune femme lumineuse qui lui avait sauvé la vie. D'une voix rauque, Antoine commença son récit. Il raconta qu'il n'avait pas toujours été ce misérable vagabond. Dans sa jeunesse, il était un restaurateur brillant et respecté dans la ville de Lyon. Il avait bâti un empire culinaire en partant de rien, ouvrant bouchon après bouchon. L'argent coulait à flots. Il fréquentait la haute société, les ventes aux enchères, et participait à de nombreuses œuvres caritatives. C'est lors d'un gala de bienfaisance qu'il avait rencontré Chloé. Elle n'avait que 20 ans. Elle possédait une beauté piquante, des cheveux auburn et une moue boudeuse qui l'avaient immédiatement fascinée. Ignorant les avertissements de ses collègues qui la jugeaient cupide et superficielle, Antoine avait succombé. Il l'avait épousée dans un château prestigieux. Au début, il croyait vivre un rêve éveillé, comblant sa jeune épouse de bijoux hors de prix. Mais la lune de miel fut de courte durée. Chloé révéla rapidement sa vraie nature. Elle détestait la vie de famille, refusait de l'aider dans ses affaires et passait ses journées dans les boutiques de luxe parisiennes. Antoine, approchant de la quarantaine, ressentait un désir viscéral de devenir père. Il supplia sa femme. Elle finit par céder, mais les mois passèrent sans aucune grossesse. Les examens médicaux tombèrent comme un couperet violent. Antoine souffrait d'une grave pathologie. Non seulement il était stérile, mais sa vie même était menacée s'il ne se faisait pas opérer d'urgence. Au lieu de le soutenir dans cette épreuve terrifiante, Chloé s'éloigna encore plus. Elle affichait un mépris glacial. Pendant qu'Antoine luttait contre la maladie dans les couloirs stériles des hôpitaux, sa femme paradait avec de nouveaux bijoux payés par un autre homme. Miraculeusement guéri, mais meurtri dans son âme, Antoine refusa d'abandonner son rêve de paternité. Contre l'avis hurlant de Chloé, il décida de se rendre dans un orphelinat en région grenobloise. C'est là qu'il vit un petit garçon de 6 ans, vif et intrépide, qui vint tirer sur sa veste. Ce garçon, c'était Lucas. Antoine l'adopta immédiatement. Pendant 5 années merveilleuses, ils formèrent une vraie famille. Ils allaient pêcher, construisaient des maquettes d'avions. Antoine tentait d'oublier la froideur de sa femme, mais Chloé détestait l'enfant. Elle complota dans l'ombre avec le meilleur ami et associé d'Antoine.
Cet homme nommé Marc finit par piéger Antoine avec de faux documents financiers. Le restaurateur perdit toutes ses affaires du jour au lendemain. Chloé le quitta publiquement, prenant le bras de Marc en riant aux éclats. Détruit par cette double trahison, Antoine perdit la raison. Une nuit, aveuglé par le désespoir et la colère, il attendit Marc dans le parking souterrain d'un palace. Une bagarre violente éclata. Antoine frappa sans retenue. Marc tomba lourdement, le crâne fracassé contre le béton. Il mourut sur le coup. Antoine fut condamné à de longues années de réclusion criminelle. Le pire de son châtiment fut de savoir que le petit Lucas avait été renvoyé à l'orphelinat, abandonné une seconde fois. À sa sortie de prison, vieilli et brisé, Antoine n'avait pas eu la force d'affronter le monde moderne. La honte l'avait poussé dans la rue. Il avait sombré dans l'alcoolisme. Ses récentes brûlures étaient l'œuvre d'adolescents cruels qui s'étaient amusés à mettre le feu à ses vêtements alors qu'il dormait sous un pont parisien. Il était revenu dans la région uniquement pour voir le visage de Lucas une dernière fois avant de mourir. Le silence dans la petite cuisine était lourd d'émotion. Lucas pleurait silencieusement. Il se leva, contourna la table et serra fermement le vieil homme dans ses bras. Il lui murmura qu'il ne l'avait jamais détesté. Les 5 années passées avec lui étaient les plus belles de son enfance à l'orphelinat. Il considérait Antoine comme son véritable père. Camille sécha ses larmes. Elle déclara avec détermination que le passé était enterré. Antoine resterait avec eux. Ils formeraient une famille unie. Le vieil homme sanglota de soulagement, libéré d'un fardeau insupportable. Les semaines qui suivirent furent remplies de rires et de guérisons. Le printemps pointait le bout de son nez, faisant fondre la neige des sommets. Lucas et Camille reprirent les préparatifs de leur mariage. La jeune femme annonça également une merveilleuse nouvelle. Elle attendait un enfant. La veille du mariage, il était temps de faire les présentations officielles. Camille avait invité sa mère, Sophie, à dîner pour rencontrer le père de Lucas. La table était dressée avec soin. Une quiche lorraine dorée fumait au centre. Sophie arriva avec une bouteille de bon vin. Elle bavardait joyeusement en retirant son manteau. Lucas sortit de la cuisine, suivi de près par Antoine. Le vieil homme s'était rasé, il portait une chemise propre. Il s'avança pour saluer la mère de sa future belle-fille. Lorsque les regards de Sophie et d'Antoine se croisèrent, le temps sembla se figer. La bouteille de vin glissa des mains de Sophie et s'écrasa sur le carrelage dans un fracas terrible. Le liquide rouge éclaboussa le sol. Le visage de la coiffeuse devint blanc comme un linceul. Elle murmura un prénom imperceptible avant de s'effondrer, évanouie. La panique s'empara de l'appartement. Lucas courut chercher de l'eau froide tandis que Camille soulevait la tête de sa mère. Antoine, lui, restait pétrifié, adossé contre le mur. Il tremblait de tous ses membres, murmurant le nom de Sophie en boucle. Quand la mère de Camille reprit enfin ses esprits, elle demanda à s'asseoir. Le silence était chargé d'électricité. La vérité éclata comme une bombe à retardement. 25 ans plus tôt, avant de devenir un restaurateur fortuné, Antoine avait vécu une passion ardente avec Sophie, mais son ambition dévorante les avait séparés. Sophie, fière et blessée, avait quitté Lyon sans lui dire qu'elle portait son enfant. Camille découvrait avec stupeur que cet homme brisé, qu'elle avait lavé et soigné, était son véritable père biologique. Le destin venait de boucler une boucle impossible. Les pleurs, les excuses et les étreintes durèrent jusque tard dans la nuit. Antoine demandait pardon à sa fille pour les années d'absence involontaire. Camille, loin de le rejeter, se sentit apaisée. Le puzzle de sa vie était enfin complet. Le jour du mariage fut une célébration magistrale. Dans la petite mairie de Pierre, l'émotion était palpable. Lors du banquet, Camille observa avec tendresse ses parents. Sophie et Antoine, timidement réunis, osèrent même esquisser un pas de danse sur une vieille chanson française. Leurs regards brillaient de mille feux. Lucas enlaça sa femme par la taille. Le bonheur régnait en maître. La semaine suivante, en se promenant près du lac, Camille croisa la mère de Julien. Avec une paix absolue, la vieille femme bénit son ventre rond. Camille lui fit une promesse solennelle. Si le bébé était un garçon, il porterait le nom de Julien, en hommage à l'ange gardien de son enfance. Et le soleil brilla, radieux, sur les montagnes.
Le passé ne s'efface jamais vraiment. Il se transforme, il guérit, et parfois il nous offre des miracles que la raison ignore. Camille a appris que l'amour ne remplace pas l'amour perdu, mais qu'il agrandit l'espace dans notre cœur. Elle a su pardonner, réparer les âmes brisées et construire un avenir radieux sur les cendres de ses chagrins. Le vieux chalet en pierre résonne aujourd'hui des rires du petit Julien et des histoires passionnantes du grand-père Antoine. La vie finit toujours par trouver son équilibre. Merci d'avoir écouté cette incroyable histoire de rédemption et de famille. Si le courage de Camille vous a inspiré, laissez-nous un j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Et vous, auriez-vous été capable de pardonner un secret de famille aussi bouleversant? Partagez vos pensées dans les commentaires.